Oh, il dit bonjour à Madame Granny. Il veut une petite caresse. Dis à Granny comment tu t'appelles. Madame Granny. Juste, c'est un chien. Il va pas vous répondre. Oui, je sais bien. Il s'appelle comment? Astro, en hommage à l'astronaute Thomas Pesquet. Vous connaissez ma passion pour l'espace, Madame Granny. Astro, c'est beau. Oh, c'est un beau chien, ça. J'ai jamais vu Madame Granny comme ça. Elle est gaga. C'était donc ça ton secret? Tu as adopté un chien? Oui, mes parents ont enfin accepté. Depuis 2 ans qu'on en parlait. Ils ont attendu que je sois responsable, comme ils disent. À 11 ans, franchement, il était temps. Hein. Je sais déjà faire cuire des pâtes toute seule. Hein. Et voilà Astro. Bonjour, Granny. Bonjour Charlie, ça fait plaisir de te voir. Je vois que tu aimes toujours autant les chiens. Mais, tu sais, à moi, tu peux me parler normalement, hein. Excuse-moi, mais cet Astro est vraiment adorable. Que me vaut l'honneur de votre visite? Tu vas devoir le deviner. Ce matin, avec papy, on a construit un truc méga stylé avec mes caplas. Du coup, ça nous a donné envie d'aller à la rencontre d'un homme très célèbre. Si vous ne me donnez que cet indice, nous ne sommes pas prêts de partir. Un grand bâtisseur. Ramsès II? Non, plus proche de nous. C'est un bâtisseur de l'âge industriel. Un Français? Oui. Voyons, le baron Haussmann, l'homme des grands travaux qui ont métamorphosé Paris sous le Second Empire? Presque, tu brûles. Abandonne la pierre pour le fer et tu y seras. Gustave Eiffel? Oui. Mais on ne va pas laisser Astro tout seul. Bah non, on l'emmène avec nous. Ça perd les croquettes, tu as raison. Lui aussi a le droit de voyager. En route pour la capitale. À nous, la Tour Eiffel. Quelle date as-tu choisi pour le rencontrer? Le 5 mai 1889. La veille de l'ouverture de la fameuse exposition universelle. Exposition pour laquelle a justement été construite la Tour Eiffel. Ils en savent des choses, ces deux-là. Parfois, je comprends que Nasbrock soit jaloux d'eux. Quand je pense que cette trogne de crapaud est encore bloquée à la préhistoire avec ses nouveaux amis, les hommes des cavernes. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 3, Gustave Eiffel, visionnaire de l'âge de fer. Demandez l'édition du jour du matin, le journal qui vous donne les dernières nouvelles du monde pour seulement 10 centimes. Et hop, mon sonotone. Faisons-nous élégants pour la rencontre avec Monsieur Eiffel. Madame Granny se retrouve avec une grande jupe noire à taille haute et un joli chemisier blanc avec un col à froufrou et... Oh, bah moi aussi. Papy, lui, il est hyper chic avec son costume à veston violet. Oh, il a une barbe maintenant. Ça lui va bien. Nous voici enfin au pied de la Tour Eiffel. D'ailleurs, pour l'instant, Gustave Eiffel lui-même l'appelle rarement ainsi. Il parle généralement de la tour de 300 mètres. Mais au fil des mois, tout le monde oubliera cette appellation et même Monsieur Eiffel donnera définitivement son nom au monument. La tour Eiffel, c'est quand même plus classe. Oh, j'aperçois Monsieur Eiffel au dernier étage. Allons à sa rencontre. Madame Granny a sorti des jumelles de sa poche. Elle voit méga bien avec. Granny, tu es sûre qu'on doit monter au dernier étage? Oui, Charlie. Je suis sûre que tu n'as pas oublié que les ascenseurs hydrauliques ont pris du retard et ne sont pas encore en service. Il va falloir grimper à la force de nos jambes. Oh non! Courage! Il me semble qu'à son ouverture, le sommet de la Tour Eiffel n'est qu'à quelques marches de plus des 1665 d'aujourd'hui. Suivez-moi.
Je sais pas où Madame Granny trouve son énergie. Par contre, pour Papy Charlie, c'est plus difficile. Oh, j'ai bien cru que j'allais y passer. Arrête tes bêtises, veux-tu? Le sport, rien de tel pour la santé. Maintenant, cherchons Monsieur Eiffel au milieu de tous ces piliers et ces couloirs. Ouille! Ah, désolé madame, je suis confus, je vous ai pas blessé. Non, je vais bien, merci. J'aurais peut-être une petite bosse. J'étais perdu dans mes pensées, je regardais pas où j'allais. Mais la tour est pas encore ouverte au public, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Marguerite et je vous présente Charlie. Nous tenons un petit journal modeste qui parle d'art et nous aimerions faire un article sur votre tour. Quant à Amélia, elle n'avait pas classe aujourd'hui. Elle a tenu à nous accompagner. Si c'est pour critiquer une fois encore mon édifice dans la presse, je vous prie de bien vouloir passer votre chemin. Mais pas du tout! La pétition contre la tour signée par 47 artistes nous a beaucoup choqués. Venant d'un grand écrivain comme Maupassant et d'un poète aussi talentueux que Verlaine, c'est incompréhensible. Je ne parle même pas d'Huysmans, qui dépeint la tour en suppositoire géant. Et il se prétend critique d'art. Quel affreux personnage! Un suppositoire géant, vous êtes sûr? Je n'ai pas lu cet article. C'est qu'il n'est peut-être pas encore sorti. Mais ne parlons plus de ces critiques injustifiées. Nous croyons comme vous que la tour aura sa beauté propre et que le fer qui marque notre époque de sa modernité n'est pas moins noble que la pierre. Madame Granny est trop forte. Elle réussit à lui faire croire qu'elle est journaliste et à le mettre dans sa poche. J'aime entendre à parler ainsi, parce que nous sommes des ingénieurs, on croit que la beauté ne nous préoccupe pas. Pourquoi la solidité, la résistance au vent empêcheraient l'élégance? Et je suis pas sûr que ce soit le bon jour pour une entrevue. Demain a lieu l'inauguration de l'exposition universelle. Il va y avoir tellement de monde, de journalistes, de questions. Ah, j'en ai déjà mal à la tête. Bref, vous le comprendrez, je suis un peu préoccupé. Je vous comprends, Monsieur Eiffel. Moi qui ai déjà peur de prendre la parole dans ma classe, j'imagine même pas si je devais le faire devant des centaines d'inconnus. En fait, il n'est pas prévu que je fasse un discours. Ça tombe bien, je n'aime vraiment pas ça. Chacun ses talents. Il est beau, votre chien, jeune fille. Vous me faites penser à mon plus jeune fils qui emmène souvent le nôtre ici. J'y crois pas. On est carrément en train de parler avec le constructeur de la tour Eiffel. Il est super élégant et porte une barbe et des moustaches. Et quelle vue depuis le sommet de la tour! On peut admirer tout Paris. Monsieur Eiffel, en montant jusqu'ici, j'ai vu des noms gravés en lettres d'or. C'était près du premier étage. C'est le nom de ceux qui ont payé la construction de la tour? Pas du tout. Pour tout dire, j'ai grandement financé sa construction. Non, si j'ai gravé ces noms, c'est pour rendre hommage aux grands savants qui ont honoré la France depuis 1789. C'est aussi grâce à leurs recherches et leurs inventions passées que mon projet a pu voir le jour. En gravant leurs noms, j'exprime ma gratitude à la science et à tous ses représentants. Je vais vous faire une confidence. J'ai malheureusement été obligé d'en écarter certains. Leurs noms étaient trop longs. Oh, voilà que mon mal de tête me reprend. Je crois qu'il est temps de laisser Monsieur Eiffel. Demain, sa journée sera longue. Je crois que je ne vais pas aller à cette inauguration. Comme toujours, on me pressera d'interrogations pour finir par me reprocher de n'être pas assez éloquent. Un truc de fou. Gustave Eiffel a l'air tellement stressé qu'il hésite à aller à l'inauguration de l'exposition universelle demain, alors que sa propre tour est le clou du spectacle. Ça serait une catastrophe. Les Voyages d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. À tout de suite pour la suite de cet épisode. Bienvenue dans les Voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Épisode 3, Gustave Eiffel, visionnaire de l'âge de fer, la suite. Je vous assure, Monsieur Eiffel, vous serez à votre place. Ma place, c'est dans mon bureau, à faire des merveilles, pas dans les cocktails mondains.
Monsieur Eiffel. Madame Granny fait de son mieux, mais elle n'arrive pas à convaincre Monsieur Eiffel qu'il doit aller à l'inauguration de l'exposition universelle demain. J'ai comme l'impression qu'il n'aime pas trop répondre à des questions devant plein de monde. Tant pis, je me lance. Je vais tenter quelque chose que m'a appris Papy Charlie. Monsieur Eiffel, en tant qu'homme de science, j'imagine que vous aimez les expériences. Oui? Super. Alors écoutez-moi bien. Je connais un exercice qui va vous aider. Voici comment faire. Commencez par respirer profondément et détendez-vous. C'est facile à dire. Faites-moi confiance. Et là, j'ai carrément montré à Monsieur Eiffel un exercice de visualisation positive. Papy Charlie me l'a appris pour m'aider à prendre la parole en classe. En attendant mon rendez-vous chez l'orthophoniste, qui sera pas tout de suite vu qu'elle a jamais de place. Ça a marché. Et Papy, il était super fier de moi. Ah, je me sens prêt pour l'inauguration. Merci, Amélia. De rien, Monsieur Eiffel. Et puis, je ne serai pas tout seul demain. Seront également présents mes 2 collaborateurs qui ont eu les premiers l'idée de cette tour. Ah bon? Ce n'est pas vous qui l'avez eu, Monsieur Eiffel. À l'origine, non. J'ai demandé à mes ingénieurs leurs idées pour l'exposition universelle. Émile Nouguier, un spécialiste en charpente métallique, et Maurice Coquelin, qui a participé à l'ossature de la Statue de la Liberté, ils ont proposé une tour de 300 mètres. Enfin, leur premier projet ressemblait davantage à un pylône géant. Mon architecte en a fait une tour. Nous avons adapté la structure des poutres, changé le système d'assemblage des pièces. J'ai dirigé personnellement les études définitives et l'exécution de l'œuvre. Personne d'autre dans le monde n'avait essayé de construire une tour aussi haute? Non, mais un projet de ce type avait été abandonné à Philadelphie. Depuis de nombreuses années, on se demandait quel pays réussirait le premier à élever une tour de 1000 pieds. Vous l'avez construite avec les pieds? Voyons, Amélia. Monsieur Eiffel parle de l'unité de mesure. 1000 pieds équivalent à 300 mètres. Construire une tour d'une telle hauteur, quel magnifique défi. Si vous saviez comme j'ai dû me battre pour l'imposer. Certains me diront vaniteux, mais cette conception grandiose n'aurait pas pu voir le jour sans mon énergie et ma volonté. Le peuple a été d'un grand soutien dans la tempête. À part les habitants du quartier qui craignaient, et pour certains c'est encore le cas, que la tour ne leur tombe sur la tête. Le projet a même été attaqué en justice. Je suis sûre qu'un jour, votre monument sera tellement aimé des Français que plus personne n'osera le critiquer. Les mouches auront changé d'âne. Ah, je connaissais pas cette expression. Dis-moi Amélia, aimes-tu les devinettes? Oui? À ton avis, combien de temps a-t-il fallu pour construire cette tour? Alors, dans ma rue, ça fait déjà 2 ans que l'immeuble d'à côté est en travaux. Il est au moins 30 fois moins haut. Mais vous devez aller 100 fois plus vite. Et en même temps, c'est sans doute 3 fois plus compliqué. 4 ans et 4 jours? Eh, bravo! Ton estimation aurait pu tomber juste en temps normal, c'est le temps que ça aurait dû prendre. Sauf que nous avons réalisé un exploit. La tour a été construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Waouh! Les ouvriers devaient être très fatigués, les pauvres, à la fin. Ah oui, et je dois reconnaître que les conditions de travail étaient difficiles. Ils ont travaillé sans relâche pendant des mois, sous le froid, le vent, la canicule, entre 9 et 12 heures par jour, bravant les éléments naturels et le danger. Nous avions décidé de les payer mieux que d'habitude, mais malgré cela, nous avons dû faire face à des grèves. Comment vous vous en êtes sortis? La première fois, j'ai augmenté les salaires. La deuxième fois, j'ai versé une prime. Mais j'ai dû me séparer de quelques contestataires. Je ne voulais pas prendre le risque d'un 3e conflit. Nous devions tenir les délais. Les chantiers ne manquent pas dans Paris. Je suis sûr que chacun a retrouvé du travail. Saperli-Maquette, il est temps de rejoindre l'ascenseur, les amis. Tu as oublié que les ascenseurs de la tour ne sont pas encore en service. Monsieur Eiffel, auriez-vous l'amabilité de nous indiquer la station de métro la plus proche? Quel blagueur, ce Charlie. Merci pour tout, monsieur Eiffel. Nous devons vraiment y aller maintenant. J'étais heureux de vous rencontrer. J'espère vous revoir demain à l'inauguration. Charlie, tu as oublié que le métro n'existe pas encore. La première ligne ne sera ouverte qu'en 1900. Tu aurais pu faire tout capoter. Il m'a fait peur, papy, avec sa question sur le métro. Heureusement que monsieur Eiffel n'a pas eu l'air d'y faire attention. Et maintenant, on descend les escaliers à fond pour ne pas rater l'ascenseur temporel.
avoir emmené ici Madame Granny. C'était super. J'aurais bien gardé ce petit veston violet, moi. Il est très chic. Heureuse que cela t'ait plu, Amélia. Il n'est pas donné à tout le monde de rencontrer le génie de l'âge de fer. Oh, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes, avec tous ces escaliers. Dommage que Gustave Eiffel n'ait pas pu nous accueillir dans son appartement au sommet de la tour. On aurait été mieux installés pour discuter. Un appartement? Oui, il sera aménagé un peu plus tard. Gustave Eiffel a longtemps gardé son existence secrète. Il n'y a jamais habité, mais il lui a servi de laboratoire et de lieu de rencontre. Je me demande si Monsieur Eiffel était aussi sympa quand il était petit. Peut-être qu'on aurait pu être copains tous les deux. Ça, je n'en sais rien. Je crois que son enfance n'a pas été facile. Même s'il ne leur en a pas tenu rigueur, ses parents n'étaient pas très présents. Et il arrivait que sa grand-mère lui donne des coups de fouet. Le pauvre! Quand j'entends ça, ça me donne des envies de les plaquer au sol comme au rugby. Heureusement, il était proche d'un de ses oncles nommé Jean-Baptiste Mollerat. C'est sans doute l'un de ceux qui lui ont montré la voie de l'audace et lui ont permis de croire en lui. C'était un chimiste et un inventeur. Mais oui, c'est lui qui a inventé le verre Mollerat, une peinture qui résiste à la rouille. Exactement. Et la rouille, c'est l'ennemi du fer, qui n'en a pas beaucoup d'autres. Vous saviez que c'est une matière recyclable à l'infini, comme le verre? Oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus important de recycler le fer parce que son extraction pollue. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Ça sert à quoi, une exposition universelle? Voyons. Charlie, tu veux peut-être répondre à cette question? Non, je t'en prie, Marguerite. Vas-y. Merci, Charlie. Eh bien, je dirais que c'est une façon pour tous les pays au monde de partager leur savoir-faire, de présenter leur progrès scientifique et leur identité culturelle. Et ce serait pas aussi l'occasion de faire le malin devant les autres pays pour montrer qu'on est les meilleurs? Il y a peut-être un peu de ça, parfois. En tout cas, en 1889, la France avait envie de restaurer son image. La guerre franco-prussienne de 1870 était encore dans les esprits. Beaucoup de Français s'étaient sentis humiliés par la défaite et la perte de l'Alsace et la Lorraine. Accueillir l'exposition universelle à Paris était une façon de tourner la page et d'aller de l'avant. Grâce à la Tour Eiffel, le plus haut bâtiment du monde, on redonnait à la France son rang de grande nation. Et en plus, la République n'était pas mécontente d'en mettre plein la vue aux monarchies. Oups, je crois qu'Astro a besoin d'aller au petit coin. Les Voyages d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Scénario, Carole Bonvalo. Réalisation, Christophe Davio. Production, Sébastien Guyot. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et mettez un maximum d'étoiles et de commentaires. On a hâte de vous lire. Et pour découvrir Gustave Eiffel autrement, je vous invite à prêter une oreille au podcast Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a révolutionné le fer. Un récit inédit d'au cœur de l'histoire, incarné par Virginie Giraud. Pour découvrir ces 2 épisodes inédits, rendez-vous sur l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt! On est d'accord, on n'imaginerait pas la France sans la Tour Eiffel. Et pourtant, elle devait être détruite. T'imagines? En échange de sa construction pour l'exposition universelle, Gustave Eiffel avait obtenu le droit de l'exploiter pendant seulement 20 ans. Mais heureusement, il était super malin. Il a réussi à démontrer qu'en plus d'être beau, son monument allait être utile. À l'époque, c'était l'arrivée des télécommunications et il a proposé à l'armée d'utiliser la tour pour installer des antennes militaires. À force d'essais, souvent payé par Gustave Eiffel lui-même, c'est devenu un émetteur super puissant. La tour captera même le message par lequel les Allemands se sont rendus lors de la Première Guerre mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire.